pas vous les fans de catch, c'est Jumo Wrestling et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et on se retrouve aujourd'hui pour la review du War du 22 juin 2020. Allez, c'est... Zombie Apocalypse. Donc là on nous présente ce War comme étant un War assez exceptionnel, car en effet on a 3 matchs de championnat. Le titre par équipe de War, le titre de championne de War et le titre de championne par équipe féminin de la WWE. Donc on peut dire que ce show est assez exceptionnel. Et le show commence par le champion de la WWE, Drew McIntyre, qui nous rappelle les faits de la semaine dernière que lui et R-Truth ont affronté MVP et Bobby Lashley et que dans ce match, son titre de la WWE était en jeu. Donc il nous rappelle que maintenant c'est du passé et qui se tourne vers le futur. Et on a la musique du show-off Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui arrive à Raw. Tout le monde est surpris parce que à la base, Dolph Ziggler est un catcheur de SmackDown et il nous confirme qu'effectivement, maintenant, il est un catcheur de Raw, tout comme son coéquipier Robert Roode. Ces derniers ont été transférés à Raw suite au transfert d'AJ Styles du côté de SmackDown. Et donc Dolph Ziggler félicite Drew McIntyre du fait qu'il est champion de la WWE, qui a réussi, mais que toute sa réussite n'est due qu'à Dolph Ziggler lui-même. Parce qu'en effet, Dolph Ziggler rappelle les faits que quand Drew McIntyre a été viré, qui était au plus bas, Dolph Ziggler l'a élevé. Donc c'est-à-dire que c'est grâce à Dolph Ziggler que Drew McIntyre est devenu champion par équipe de Raw l'année dernière, que c'est grâce à Dolph Ziggler que Drew McIntyre est devenu champion de la WWE. Donc en gros, Drew McIntyre ne serait rien si Dolph Ziggler n'avait pas été là. Et Dolph Ziggler donc réclame une chose, un match de championnat pour le titre de la WWE, car il dit que Drew McIntyre n'a tout simplement pas de challenger pour Extreme Rules. Alors Drew McIntyre répond sur le fait que est-ce que c'est vraiment grâce à lui que Dolph Ziggler est arrivé jusque là? Parce qu'il lui précise que depuis que les deux sont séparés, Dolph Ziggler n'arrête pas de perdre des matchs, tout ça parce que Papa Claymore, comme dit Drew McIntyre, n'est plus là et que au final il dit que Dolph Ziggler n'a aucun talent, qui est devenu ce que Drew McIntyre déteste, c'est-à-dire un idiot. Mais Drew McIntyre souligne quelque chose que Dolph Ziggler a dit et qui confirme, c'est que Drew McIntyre n'a pas de challenger pour Extreme Rules. Et donc, Drew McIntyre accepte grosso modo le défi de Dolph Ziggler. Donc à Extreme Rules, on aura Dolph Ziggler contre Drew McIntyre pour le titre de champion de la WWE. Donc je tiens à préciser que pour le moment, c'est un match simple. Il n'y a aucune stipulation qui a été dite. Donc on peut s'attendre d'ici les prochaines semaines, pourquoi pas avoir une évolution dans ce match et partir dans un match avec des règles extrêmes. Donc là on va passer sur un autre segment. On a Nia Jax qui est présente à Raw sur une chaise qui tout simplement est énervée parce que elle a eu 2 matchs de championnat et que tout simplement elle a le sentiment d'avoir été volée. Alors que Charlotte, elle arrive, bien qu'elle mérite ou pas, elle a toujours des matchs de championnat. Et petite parenthèse dans ce segment, on a R-Truth qui arrive, qui précise qu'il y aura un match de championnat, donc qui va défendre son titre 24/7 contre les leaders des ninjas, Akira Tozawa. Mais là, on va fermer vite fait cette parenthèse parce que ça va servir à rien. Et on a Charlotte qui arrive, qui dit tout simplement t'as raté 2 occasions de devenir championne, maintenant c'est fini, on passe à autre chose, j'ai mon opportunité. Bien que Nia Jax prétend que Charlotte Flair est arrivée jusque là grâce à son nom, au nom Flair, Charlotte démontre le contraire. En effet, Charlotte précise que c'est quand même elle qui a battu Asuka à WrestleMania, qui a mis un terme à sa série d'invincibilité, qui a battu Asuka lors des 2 dernières semaines
et non son père. Mais Nia Jax répond quand même en disant oui, tu as peut-être battu, mais quand on s'est battu face à face en 1 contre 1, tu ne m'as jamais battu. Et donc tu choisis tes adversaires, mais tu les choisis de manière facile. Tu choisis des adversaires faciles. Mais quand il s'agit de combats un peu plus difficiles, tu les évites. Donc il n'y en a qu'une qui peut te battre, c'est moi. Donc en gros, Nia Jax provoque Charlotte qui finit en bagarre. Et les arbitres donc viennent jusqu'à séparer les deux catcheuses. Et on apprend un peu plus tard que Charlotte est blessée au niveau de l'épaule gauche. Est-ce que cette blessure va gêner Charlotte dans son match de championnat contre Asuka? On verra ça un peu plus tard. Donc là, on va passer au premier match de la soirée qui commence par une défense de titre. Les champions par équipe de War, The Sweet Profits, défendent leur titre de champion par équipe de War contre les Viking Raiders. Ça y est, on est dans la DRDR. Le dernier match du You Can Do It, You Can Do Better. Donc en gros, traduit littéralement, ce que vous pouvez faire, nous pouvons le faire encore mieux. Et on voit quand même en coulisses que les Street Profits et les Viking Raiders s'entendent quand même assez bien, qui tirent quand même profit de ces challenges en disant voilà, qu'ils sont devenus de bons amis et que malgré le match qu'ils ont, peu importe qui ressortira vainqueur, ils resteront des amis. Et ça s'est vu dans le match, qui sont vraiment dans le thème ce que vous pouvez faire, nous pouvons le faire encore mieux, avec une tentative de Viking Experience sur les Viking Raiders qui passe, mais il y a eu un dégagement. Et on voit des petites séquences assez rigolotes, des figures acrobatiques entre les 4 catcheurs pour vraiment prouver qui fait mieux que d'autres. Et la fin de match inspire de Angelo Dawkins sur Eric et au splash de Montesford sur Ivar pour le compte de 3. Mon vainqueur est toujours champion par équipe de War, les Street Profits. Et à noter donc la fin du match où on a l'équipe de Zelina Vega, Angel Garza et Andrade qui attaquent les Street Profits après que ces derniers aient célébré avec les Viking Raiders. Et on peut voir que quelques secondes plus tard, les Viking Raiders viennent sauver leurs potes et Street Profits. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'on va se tourner sur un match de championnat Extreme Move entre nos champions par équipe de War, les Street Profits, contre l'équipe de Zelina Vega, Andrade et Angel Garza? Reste à voir les prochains War, mais pour moi personnellement, on se dirige vers ce match. Donc là, on part tout de suite en coulisses où on a le Messi du lundi soir, Seth Rollins, qui a un message à Rey Mysterio et à son fils Dominic. Donc on nous rappelle les faits de la semaine dernière que Seth Rollins a été attaqué par Dominic, que Dominic a voulu se venger de Seth Rollins au nom de son père. Mais Seth Rollins tient à nous préciser que voilà, il y a des rôles que voilà, on n'est pas destiné à voir, qu'on n'est pas dans... Comment on peut dire ça? Qu'on n'est pas destiné à avoir. Seth Rollins précise qu'il n'était pas destiné à être le Messi du lundi soir, que Rey Mysterio n'était pas destiné à être sacrifié, mais la différence des deux, c'est que Seth Rollins a accepté d'être le Messi du lundi soir, tandis que Rey Mysterio ne l'a pas accepté. Et que voilà, Dominic est intervenu et que maintenant Dominic va le payer et ce sera Rey Mysterio le responsable de ce qui arrivera à son fils. Donc là on passe au deuxième match de la soirée, deuxième défense de titre. L'impératrice de demain, la championne de War, Asuka défend son titre contre la reine Charlotte Flair. Et comme vous avez vu précédemment, Charlotte Flair a une altercation avec Nia Jax et Charlotte n'en est pas sortie indemne. En effet, on voit pendant le match que Charlotte Flair a une protection au niveau de son épaule. Donc on laisse supposer que Asuka allait forcément attaquer cette épaule. Et c'est ce qu'on a vu durant le match. Le match a duré 8 minutes, mais 8 minutes d'un très bon match, avec des tentatives de part et d'autre, comme un spear de Charlotte Flair qui touche sa cible, mais Asuka qui met sa main dans les cordes pour casser le tombé. Et le moment final, Asuka qui bloque Charlotte dans son Asuka Lock pour la victoire. Donc gagnante et toujours championne de War, Asuka bat pour la première fois la reine Charlotte Flair et en plus par abandon. Donc qu'est-ce qu'on peut supposer maintenant pour Asuka? Est-ce qu'elle va avoir un nouveau match de championnat contre Charlotte Flair?
ou tout simplement elle aura un nouveau challenger pour Extreme Moves. On verra ça. Donc là, on va passer en quiz avec Edge qui nous rappelle les faits qu'il y a eu à Backlash, que Orton l'a battu, que voilà, c'est fait. Mais voilà, Edge qui est frustré d'avoir perdu, mais il est surtout frustré d'avoir pas vu le Low Blow arriver, donc le coup dans les parties intimes, et surtout de ne pas l'avoir fait lui-même plus tôt. Voilà, donc parce que voilà, pour lui, Orton, il ne mérite pas ce titre de meilleur catcheur, parce que Edge s'est quand même relevé d'un RKO, il y a eu le triceps déchiré, mais ça ne l'a pas empêché de le combattre. Donc voilà, Orton a battu Edge. Edge lui dit voilà, tu peux faire des t-shirts si tu veux, tu peux faire des produits dérivés, ça je m'en fous. Mais ce qui énerve encore plus, c'est de voir voilà, qu'il y a le triceps déchiré, qui ne peut plus porter sa fille. Donc ça énerve. Mais ce qui a vraiment énervé, c'est de voir ce que Orton a fait la semaine dernière. Donc pour info, la semaine dernière, Orton a affronté Christian dans un match sans sanction. Et Orton a massacré Christian avec un putt kick. Donc Edge revient sur ce fait là en disant voilà Orton, tu as attaqué mon meilleur ami Christian qui est inapte à catcher. Donc pour lui, c'est un truc qu'il n'aurait pas dû faire. Donc Edge promet de détruire vraiment Orton à un quel point que son père aurait dû réfléchir à deux fois avant de le créer, que il va le démolir à tel point que quand il va rentrer à la maison, il sera méconnaissable par les membres de sa famille, et que Orton a réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Orton a réveillé le diable, il a réveillé la vraie superstar classée X. Donc Orton, dès que Edge sera rétabli, Edge va se venger. On peut vraiment considérer que cette rivalité n'est absolument pas terminée entre les deux. Et on le voit, cette réponse immédiatement. Orton est dans une interview envers Charly Caruso qui Orton précise voilà que il va tout faire pour protéger sa famille, que voilà Edge et Christian lui ont attaqué. Bref, en gros, grosso modo, Orton va chercher plus ou moins de se défendre et surtout va chercher à défendre sa famille. Donc, pour vous, est-ce que cette rivalité est sur le point d'être terminée ou elle est encore loin d'être terminée? Donc là, on passe à un match qui est vraiment passé vite fait bien fait. Le champion 24/7 R-Truth qui défend son titre contre Akira Tozawa. Et à noter que avant le match, on a Bobby Lashley qui attaque R-Truth avec son full Nelson, qui se débarrasse des ninjas. Donc au final, il se venge plus ou moins d'R-Truth par rapport à la semaine dernière. Et il se barre. Et à noter, la fin, Akira Tozawa qui couvre R-Truth pour la victoire. Donc vainqueur et nouveau champion 24/7, Akira Tozawa. Donc là, on va passer au troisième match de la soirée. Mon match qui n'a pas duré longtemps non plus. Il s'agit de Liv Morgan contre Natalya. Natalya en coulisses qui précisait qu'elle est un peu frustrée de voir toujours Charlotte au premier plan. Et donc au final, on peut supposer que Natalya tourne un tout petit peu vers un e-turn. Et le match donc dure 2 minutes sur un sharpshooter de Natalya pour la victoire. Et à noter que Natalya n'était pas toute seule. En effet, Natalya était accompagnée par Lana. Donc est-ce que ça peut supposer quelque chose? Une entente entre Natalya et Lana? Franchement... je m'en fiche complètement. Donc là, on passe à l'intronisation du Nature Boy Ric Flair qui est présent. Oui, ça a été annoncé. Ric Flair est présent pour introniser Wendy Orton. Mais avant, Ric Flair fait une petite parenthèse en mettant en garde Nia Jax. Parce qu'en disant que voilà, sa fille est peut-être blessée, mais quand elle va se remettre, Nia Jax aura envie que d'une seule chose, c'est de partir dans un autre monde. Et donc Ric Flair commence par une petite anecdote où il dit, quand on lui demande pour lui qui est le meilleur catcheur de tous les temps, qui est-il selon Ric Flair? Et Ric Flair répond tout simplement Randy Orton. Que Randy Orton, en espace de 24 heures, il a battu un Hall of Famer au nom de Edge et son meilleur ami Christian. Donc pour lui,
il est le meilleur catcheur de tous les temps et il tient à le dire en personne. Et on a donc Randy Orton qui arrive, qui voilà, pour lui c'est un honneur d'être intronisé comme étant le plus grand catcheur de tous les temps, par ni plus ni moins que l'un de ses mentors, Ric Flair. Parce que là on voit vraiment qu'Orton est un peu dans la nostalgie de revoir Ric Flair à l'époque où il était dans l'évolution. Et il tient à préciser aussi que Ric Flair a eu un petit moment de nostalgie la semaine dernière, car Ric Flair est connu pour être le joueur le plus bas de l'histoire de la WWE. Donc en gros le roi des coups bas. Et qu'on a eu ça la semaine dernière quand Ric Flair a porté un low blow sur Christian avant que Christian se prenne un pot kick de la part de Randy Orton. Mais par contre, Orton précise qu'un truc qui n'est pas nostalgique, c'est qu'il est le plus grand catcheur de tous les temps et que pour lui c'est un héritage. Que d'habitude Orton entend des voix dans sa tête, que ces voix dans sa tête ne sont pas en accord, mais cette fois-ci ils sont d'accord, qui confirme qu'il est le plus grand catcheur de tous les temps. Et on a la tête le plus massif au monde, The Big Show, qui arrive, qui vient pour défendre Edge en disant voilà, Edge et Christian sont mes amis, ce que tu leur as fait est impardonnable, je vais te broyer les os parce que le géant est en colère. Mais Orton joue un peu sur le fait que voilà, Big Show ne fera pas ses amis, que voilà, Big Show ne va pas frapper Ric Flair parce que c'est son ami, que Big Show ne va pas frapper Orton parce qu'à noter que Orton a été le poulain grosso modo voilà, de Ric Flair, que étant donné que Ric Flair est son ami, on peut dire que voilà, l'ami de mon ami est mon ami. Mais Big Show ne voit pas du tout de cette idée, il veut vraiment tabasser Randy Orton. Et Randy Orton confirme un truc, c'est que le Big Show est un futur Hall of Famer, une légende. Mais que Big Show va répondre de ses actes, qui va pas être maître de ce qui va arriver. Donc on a une tentative de bagarre, mais Orton fuit, bien que Big Show soit frustré parce qu'il voulait une bagarre. Donc qu'est-ce qu'on va attendre de cette rivalité? Est-ce que pour vous, on va avoir un match entre Big Show et Randy Orton, sachant qu'en ce moment, Orton est dans sa gimmick de Legend Killer et qui vient de confirmer que le Big Show est un futur Hall of Famer et c'est une légende. Est-ce qu'il va potentiellement affronter Big Show et ajouter une légende à sa liste après Edge et Christian? Pour moi personnellement, on peut avoir ce type de match à Extreme Rules. Donc là on passe au quatrième match de la soirée et dernière défense de titre. Les championnes par équipe de la WWE, Sasha Banks, et la championne de SmackDown, Bayley, défendent leur titre contre les Iconics. Donc comme ça a été annoncé la semaine dernière, on a eu ce match de championnat. A noter que nos championnes sont quand même sur une super lancée, qui sortent de NXT face à une victoire face à Sochi Blackheart et Tegan Nox. Et Sasha Banks ressort d'une victoire à SmackDown face à Nikki Cross. Donc à noter que le match a duré 4 minutes et qui s'est abouti à un backstage de Sasha Banks sur Peyton Royce pour la victoire. Donc gagnante et toujours championne par équipe de la WWE, Bayley et Sasha Banks. Et à noter donc à la fin, Bayley et Sasha Banks prennent le micro. Bayley qui se vante comme d'habitude, disant voilà que elle et sa meilleure amie sont super, personne ne peut les battre. Mais Sasha Banks prend le micro, que voilà, elle est heureuse de voir sa meilleure amie championne, que ce soit du côté de SmackDown ou du côté par équipe. Mais elle commence à être un peu jalouse de sa meilleure amie. Et elle vient demander un match de championnat. Donc sur le coup on se dit, ça y est, est-ce qu'on va avoir la petite dissension Bayley Sasha Banks pour le titre de SmackDown? Eh bah non. On a Sasha Banks qui défie Asuka pour le titre de championne de SmackDown. Et donc on a Asuka qui arrive dans le ring, comme d'habitude, Asuka qui parle en japonais, mais qui finit par dire quelques mots en anglais en disant que Sasha Banks n'est pas sa patronne et qu'elle accepte le match. Mais juste après, Bayley et Sasha Banks s'en prennent à Asuka et Asuka est prise dans le bank statement de Sasha Banks. Et on apprendra un peu plus tard que Sasha Banks aura une chance au titre de championne de Raw d'Asuka à Extreme Rules. Donc pour moi personnellement ce match, j'espère tout simplement que WWE ne va pas faire ce que je pense,
c'est-à-dire faire gagner Sasha Banks et avoir vraiment une domination totale de Bayley et Sasha Banks, d'avoir Bayley à la fois championne de Raw, de SmackDown et championne par équipe, et avoir Sasha Banks championne de Raw et championne par équipe. Pour moi personnellement, je ne vois aucun intérêt de mettre une telle situation, mais on connaît WWE et on sent que ça peut très bien arriver. Donc là on passe sur un épisode du VIP Lounge, donc MVP qui intronise, donc qui invite son futur client, le champion des États-Unis, Apollo Crews. Mais Apollo Crews dit tout simplement qu'il ne veut pas être le client de MVP, bien parce que pour lui, voilà, c'est un champion combatif, il n'a besoin de personne et il ne veut pas d'avoir quelqu'un comme MVP comme étant son manager. Mais on voit quand même un petit peu que MVP essaie quand même de négocier, mais Apollo Crews reste ferme, il ne veut pas avoir un manager comme MVP. Et on voit donc Shelton Benjamin qui arrive et qui attaque par derrière Apollo Crews suite à une distraction de MVP. Donc on a un match entre Shelton Benjamin et Apollo Crews. Donc à noter que ce match n'est en aucun cas pour le titre des États-Unis. Donc le match a duré 4 minutes et le match se termine par un powerbomb d'Apollo Crews pour la victoire. Donc vainqueur Apollo Crews qui s'en sort encore avec une victoire. Mais à noter à la fin du match, au moment où Apollo Crews s'en va au niveau des rampes, MVP tente de lui lever le bras, mais Apollo Crews ne veut absolument pas, il ne veut techniquement absolument pas de MVP comme manager, mais ce dernier se fait attaquer par Bobby Lashley, il se prend un full Nelson et on voit Bobby Lashley qui soulève le titre des États-Unis d'Apollo Crews. Donc est-ce qu'on peut supposer que Bobby Lashley, suite à sa défaite contre Drew McIntyre, va se tourner vers le titre de champion des États-Unis d'Apollo Crews? Pour moi personnellement, c'est ce qu'on va avoir. Et on peut avoir un match avec Extreme Rules entre Apollo Crews et Bobby Lashley pour le titre de champion des États-Unis. Donc là, on passe au dernier segment de la soirée. On a Rey Mysterio et son fils Dominic qui sont dans le ring. Et Rey Mysterio qui fait un peu la leçon de morale à Dominic en disant que voilà, je suis peut-être fier de toi, mais j'ai quand même été très angoissé la semaine dernière de te voir aller au Performance Center seul, attaquer Seth Rollins tout seul et t'en sortir à 3 contre 1. Donc Rey Mysterio dit voilà, t'as beau être petit ou grand, fort ou mec, bref, tu resteras mon fils, je resterai toujours inquiet pour toi. Bien qu'il soit fier, il ne veut pas que ce soit Dominic qui termine cette rivalité avec Seth Rollins. Rey Mysterio veut que ce soit lui qui en termine avec Seth Rollins. Mais Dominic ne voit pas ça de la même vision. Au contraire, parce que Rey Mysterio ne veut pas voir Dominic aux abords du ring ou quelconque. Il ne veut pas que Dominic intervienne. Mais Dominic n'est pas de cet avis. Pour lui, la famille c'est sacré et la famille continuera à combattre. Et donc là, on a Seth Rollins qui arrive, qui voilà, pas du fait qu'il veut sacrifier Dominic et qui veut le faire sous le regard de Rey Mysterio. Et il lui dit tout simplement, voilà, il lui dit un dicton, voilà, 2 yeux valent mieux qu'un. Et on va donc Seth Rollins qui donc qui descend la rampe, qui se met à genoux. Et on voit Austin Theory et Murphy, les 2 disciples de Rollins, le rejoindre. Mais on a Humberto Carrillo et Aleister Black qui attaquent Austin Theory et Buddy Murphy. Et donc on voit Seth Rollins qui se retrouve tout seul parce que Buddy Murphy et Austin Theory ont été débarrassés par Humberto Carrillo et Aleister Black. Donc au final, Seth Rollins se retrouve tout seul à 4 contre 1 et il se fait surprendre par un 619 de Rey Mysterio. Et on voit, comme on a dit, c'est œil pour œil. Donc on voit toute la team essayer de blesser Seth Rollins à l'œil. Et on a donc Austin Theory et Murphy qui viennent à la rescousse de Lord Messi et qu'ils arrivent plus ou moins à se débarrasser temporairement d'Aleister Black et d'Humberto Carrillo.
Et donc, ils viennent attraper Rey Mysterio et Seth Rollins qui positionnent Dominique comme Rey Mysterio a été il y a quelques semaines sur le point de perdre son œil. Mais on a l'intervention donc de Humberto Carrillo qui vient sauver Dominique avec une chaise. Et le show se termine avec Buddy Murphy, Seth Rollins et Austin Theory au sommet de la rampe pendant que Rey Mysterio, Dominique et Aleister Black et Humberto Carrillo célèbrent leur victoire. Donc comment cette rivalité va évoluer? Pour moi personnellement, il y a plusieurs schémas possibles. On peut très bien avoir un match 3 contre 3. Donc Seth Rollins et ses disciples contre Rey Mysterio, Humberto Carrillo et Aleister Black. Ou tout simplement un match 1 contre 1, Rey Mysterio, Seth Rollins, avec tout le monde aux abords du ring, donc c'est-à-dire Buddy Murphy et Austin Theory du côté de Seth Rollins, et Aleister Black, Humberto Carrillo et Dominique du côté de Rey Mysterio. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi personnellement, je serais plus d'avis pour le match 3. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et n'hésitez pas d'activer la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Et puis surtout les amis, soyez tous fans de catch. C'était Jimbo Wrestling, ciao bye bye.